Aujourd'hui, on va voir comment on calcule une énergie en joules. Allez, envoie le générique. Fusion! Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond aux commentaires de Sébastien et on voit comment ça marche les échanges de chaleur. Et en deuxième partie de la vidéo, on va voir comment ça s'applique à un réacteur nucléaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler un peu de thermodynamique. Sujet assez complexe, donc on va essayer de rendre ça un peu plus simple. Comment on va faire? On va considérer que tous les échanges de chaleur vont se passer dans une enceinte adiabatique. Du sucre, 16. Mais non, pas diabétique, adiabatique. Ça veut dire que quand on va faire des mélanges, les échanges de chaleur se feront entre les deux corps, mais pas vers l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. C'est un peu comme dans un thermos. Quand on met du liquide chaud ou du liquide froid, elle reste à peu près à température pendant longtemps. Il y a moins d'échanges de chaleur vers l'extérieur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une enceinte théorique qui est complètement adiabatique, où il n'y a aucun échange de chaleur vers l'extérieur. Et puis bien sûr, on va rester simple, on ne va pas mélanger deux corps différents. On va mélanger de l'eau à différentes températures et ensuite, on va voir quelle va être la température d'équilibre. Mais avant de rentrer dans des formules, tout ça, on va essayer de comprendre intuitivement comment ça se passe. On va prendre un exemple assez simple et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On va prendre un volume d'eau chaude. On va la mettre dans notre enceinte adiabatique. Ensuite, je vais rajouter à cette eau le même volume d'eau, mais plus froide, à 20 degrés. On met dedans, on ferme l'enceinte et on va attendre jusqu'à arriver à la température d'équilibre. Je rappelle qu'il n'y a pas d'échange de chaleur vers l'extérieur. Donc les échanges de chaleur vont se faire entre l'eau chaude et l'eau froide. D'après vous, quelle va être la température d'équilibre? Intuitivement, on se doute bien qu'il y a le même volume d'eau chaude que d'eau froide. On est à 40 degrés et 20 degrés. La température d'équilibre devrait être vers 30 degrés. Donc entre les deux. Maintenant, on va prendre le même cas de figure. Mais sauf que cette fois-ci, je vais mettre plus d'eau chaude que d'eau froide. D'après vous, la température d'équilibre va être à plus de 30 degrés ou à moins de 30 degrés? Eh oui, plus de 30 degrés. Vous voyez, intuitivement, déjà, on se doute bien que si on met plus d'eau chaude que d'eau froide, la température moyenne va augmenter. Et inversement, si je mets plus d'eau froide que d'eau chaude, la température va être inférieure aux 30 degrés. Et enfin, un dernier exemple pour bien comprendre à peu près tous les phénomènes. Si je prends de l'eau, peu importe le volume, à une température, on va dire une fois de plus 20 degrés, que je la mélange avec n'importe quel volume d'eau à 20 degrés, la température finale sera de 20 degrés. Donc maintenant, on va mélanger toutes ces informations et on va essayer d'en tirer les conclusions. Bon alors, quelles vont être les conclusions de notre petite expérience? Je m'en fous. Bon pour ceux qui s'en foutent pas, on va quand même faire des déductions. La première déduction qu'on peut faire, c'est qu'il faut une différence de température entre les deux corps. Sinon, il n'y a pas d'échange de chaleur. On l'a vu, de l'eau à 20 degrés mélangée à de l'eau à 20 degrés, ça bouge pas. La deuxième conclusion qu'on peut prendre, c'est que la température d'équilibre varie aussi en fonction des volumes qu'on va mettre. Plus le volume d'un corps à température est élevé par rapport à l'autre, plus la température d'équilibre va se déplacer vers la température du corps où il y a le plus de volume d'eau. Donc maintenant qu'on a réussi à faire nos petites conclusions de manière intuitive, on va zoomer un peu et on va rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, notre eau chaude, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est en contact de l'eau froide? Elle va transmettre de l'énergie à l'eau froide. Elle va transmettre des calories. Et inversement, l'eau froide va récupérer ces calories, va récupérer de l'énergie. Tout ça pour terminer à une température d'équilibre. Mais comment on va calculer cette énergie? Déjà, on va poser les choses. Et on va commencer par regarder au niveau de l'eau froide, qu'est-ce qui se passe? Mon eau froide a un certain volume, donc une certaine masse. On l'appellera M. Son unité sera le kilogramme. De plus, on a vu que l'eau froide avait une température initiale, température avant le mélange. On l'appellera TI pour température initiale. Et bien sûr, il y a une température d'équilibre une fois qu'on a mélangé les deux eaux. Cette température d'équilibre sera la température finale. On l'appellera donc TF. Eh bien, l'énergie qui sera absorbée par l'eau froide s'appellera Q, donc c'est une énergie, son unité sera en joules, et ça sera égal à la masse M multipliée par Cm, ça on va l'expliquer juste après, fois la différence entre la température finale et la température initiale, donc TF moins TI. Cm c'est quoi? C'est la capacité thermique massique. C'est bien, mais à notre niveau, ça ne dit pas grand-chose. C'est l'énergie qu'il faut apporter pour augmenter de 1 degré Celsius 1 kg de la matière, donc de l'eau en l'occurrence, et son unité sera le joule par kilogramme par degré Celsius. À chaque fois qu'on aura un corps différent, on aura donc un Cm différent. Pour l'eau chaude, c'est exactement la même formule et exactement la même chose, sauf que la température finale sera inférieure à la température initiale. On a commencé à 40 degrés, on a terminé à 30 dans notre premier exemple. Donc TF moins TI sera forcément négatif. Et donc Q sera lui aussi négatif. Donc on voit bien que dans notre calcul, l'énergie de l'eau chaude est négative. C'est normal, l'eau chaude a cédé son énergie à l'eau froide, donc elle l'a perdue, donc elle est négative. Alors que l'eau froide, elle l'a récupérée. Et vu que la nature est bien faite, ce qui a été donné est égal à ce qui a été pris, donc en fait on a exactement la même quantité d'énergie. Donc en fait, si on voudrait faire le delta Q, la somme des deux, ça serait nul, ça serait égal à 0. 0.
Le vengeur masqué. Et c'est pour ça que quand on a des données d'entrée, comme je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir une masse d'eau chaude et une masse d'eau froide, donc ça on l'aura en entrée. Les CM, il suffira juste de regarder dans des tableaux, on les récupérera. On connaîtra notre température initiale de chaque élément. Tout à l'heure c'était 40 et 20 degrés. Et bien grâce à ça, on pourra enfin calculer notre température finale. Maintenant, on va essayer de raccrocher les wagons avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Vous vous rappelez la courbe de l'évolution de température en fonction du temps. Et surtout, vous vous rappelez qu'on a dit que lorsqu'on était en plein changement d'état, la température était constante. Donc là, je vais vous poser une petite question. Je vais prendre un verre d'eau. Dans ce verre d'eau, je vais mettre un glaçon qui est à 0 degré. Donc il est en plein changement d'état. Est-ce qu'il y a un échange de chaleur? Oui, non, peut-être. On a dit que la température pourtant était constante tant que le glaçon allait fondre. Donc il y a peut-être une subtilité. Peut-être que le MCM-TF-TI ne marche pas avec le glaçon. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais mettre mon verre là. On va faire comme tout à l'heure, on va essayer de marcher de manière intuitive. Quand je suis à l'apéro et que je mets des glaçons dans mon verre, C'est l'apéro. le contenu à l'intérieur de mon verre, il refroidit. Donc il y a bien un échange de chaleur. Pourtant, je rappelle que la température fixe pendant un changement d'état. C'est là qu'on va introduire ce qu'on appelle la chaleur latente de changement d'état. Q, l'énergie qui va être fournie par le glaçon, sera égale à M, donc toujours la masse en kilogrammes, fois L, la chaleur latente de changement d'état. Là, en l'occurrence, ça sera une chaleur latente de fusion, mais il existe une valeur L pour chaque changement d'état. La chaleur latente, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire pour faire changer d'état 1 kg de notre matière. Nous, dans notre cas, la chaleur latente donc de fusion de l'eau, c'est l'énergie qu'il faudra apporter à 1 kg de notre glace pour effectuer le changement d'état de glace à eau liquide. Ce qui fait que l'échange de chaleur va être égal à Q égale M fois L pour le glaçon. Et donc la chaleur qui va être perdue par l'eau liquide, ça va être quoi? Ça va être ce coup-ci M fois CM fois, entre parenthèses, TF moins TI. Donc une fois de plus, on va quand même avoir une température finale qui va être la température d'équilibre entre les deux. Là, on vient de comprendre juste que quand on est dans un changement d'état, c'est Q égale M fois L. Quand on est dans un échange entre deux mêmes phases, c'est-à-dire liquide-liquide, eh bien on va avoir du MCM fois TF moins TI. Et donc maintenant, on arrive enfin à la deuxième partie de notre vidéo. Comment on applique ça dans un réacteur nucléaire? Bon, si jamais il y a des nouveaux sur la chaîne, je vais réexpliquer comment fonctionne le réacteur nucléaire, mais d'une manière très succincte. Donc si vous voulez voir un peu plus précisément comment ça marche, je mettrai en fiche une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. En gros, une centrale nucléaire, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la vapeur à haute pression pour faire tourner des turbines qui seront accouplées à des alternateurs pour faire de l'électricité. Cette vapeur, elle vient d'où? Elle vient d'un circuit qu'on appelle le circuit secondaire qui est séparé de ce qu'on appelle le circuit primaire. Ce circuit primaire, lui, il est là pour apporter des calories, pour réchauffer le circuit secondaire. Sauf que dans un réacteur nucléaire, l'eau, on a besoin qu'elle soit tout le temps en phase liquide. Et si on se rappelle de ce que je vous ai dit la semaine dernière, si on veut être en phase liquide à une haute température, il faut qu'on soit haut en pression. C'est pour ça que la cuve du réacteur est reliée à une capacité qu'on appellera le pressuriseur qui va mettre donc sous pression notre cuve. Et c'est là que ça va commencer l'explication. Déjà, il faut bien se mettre en tête que l'eau, c'est incompressible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, par exemple, de prendre une seringue bouchée et d'appuyer avec le piston, c'est pas possible. On ne peut pas comprimer l'eau. C'est pas comme de l'huile où on peut monter en pression avec de l'huile. Donc, pour monter en pression un volume d'eau conséquent qu'il y a dans une cuve de réacteur, c'est un tantinet compliqué. Enfin bon, comme je vous disais, il y a le pressuriseur. Dans notre pressuriseur, on va être en évaporation permanente. C'est-à-dire qu'on va avoir des résistances chauffantes qui vont venir à l'intérieur chauffer l'eau pour la maintenir en ébullition tout le temps. Ce pressuriseur donc est ce qu'on appelle diphasique, avec une phase liquide et une phase vapeur. Sauf que là, on va ressortir la courbe de la semaine dernière. Vous savez, la courbe de saturation de l'eau. Juste pour rappel, si on est en dessous de la courbe, on est en vapeur. Si on est au-dessus de la courbe, on est en liquide. Et si on est sur la courbe, eh bien on est en changement d'état de liquide à vapeur. Il s'avère que dans le pressuriseur, nous sommes, comme je disais, en évaporation permanente. Donc nous sommes sur la courbe en permanence. Donc grâce aux résistances qu'il y a dans le pressuriseur, on va y maintenir une température de environ 350 degrés Celsius. On prend notre courbe et on voit que le point à 350 degrés Celsius, c'est 160 bars. Donc dans notre pressuriseur, on est à 160 bars. Vu que l'eau est incompressible et que le pressuriseur est relié à notre cuve, eh bien toute l'eau qu'il y a dans notre cuve est à 160 bars. De là, il suffit juste de régler la température dans la cuve plus basse que celle qui est dans le pressuriseur. Nous, on va dire 250 degrés. On voit donc qu'on est bien en phase liquide, mais avec une température élevée, qu'on peut donc transmettre au circuit secondaire via un échangeur. Il va donc y avoir un échange de chaleur entre le circuit primaire
et le circuit secondaire. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de changement d'état pour le circuit primaire, donc on sera sur du M fois Cm fois T final moins T initial. Ces calories sont données au générateur de vapeur, au circuit secondaire, pour créer de la vapeur. Et là, tout comme dans le pressuriseur, dans le générateur de vapeur, on est diphasique. On est en évaporation permanente. Donc en gros, dans le générateur de vapeur, l'énergie qui est récupérée du circuit primaire, c'est M fois LV, la chaleur latente de vaporisation, et c'est égal à l'énergie qui est cédée par le circuit primaire, Q égale M fois Cm fois T final moins T initial. Pour finir sur notre courbe de tout à l'heure, vu qu'on est à 250 degrés Celsius dans notre cuve, on va considérer que dans le générateur de vapeur, on est aussi à 250 degrés Celsius. Donc là, je suis sur la courbe de saturation, puisque je suis en changement d'état en vaporisation. Et donc, on se retrouve avec une pression dans le générateur de vapeur, qui là en l'occurrence est d'à peu près 40 bars. Donc on voit bien qu'on crée de la vapeur à forte pression. Alors juste pour info, s'il y a des petits malins qui vont dire « Ah, tu connais les températures dans les réacteurs, machin », j'ai pris des températures complètement au pif. Le but c'est de comprendre le système. C'est pas d'expliquer quelle température exacte il y a dans les réacteurs. Mais par contre, si vous voulez des informations bien complémentaires, je vous mets le lien pour aller vers le site de l'IRSN où plein de choses complémentaires seront expliquées. Et donc tout ça, ça sera dans la description. Donc là, il y a 2 vidéos à la suite qui parlent des échanges de chaleur. Je pense qu'on pourrait peut-être terminer par une dernière vidéo pour expliquer ce que c'est la climatisation. Ou le frigo, parce que ça marche de la même façon. Donc là, c'est vous qui choisissez. Soit vous voulez, soit vous voulez pas. Vous me le dites dans les commentaires, et puis j'avise. Pour le reste, rien de plus pour moi. Si bien sûr la vidéo t'a plu, tu sais très bien que le petit like, ça fait toujours plaisir. Si tu veux rater aucune des vidéos, l'abonnement, la cloche. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Yeah! Pourquoi je chante?